France Culture. Et à 11h sur France Culture, c'est Questions d'époque. Bonjour à tous. Dans les questions d'époque aujourd'hui, mardi, débat d'idées, sciences politiques et sciences sociales avec vous, Sylvain Bourmeau. Bonjour. Bonjour, Caroline Brouet. Une drôle de question ce matin, Sylvain. En quoi consiste l'Amérique ? Oui, de quoi est faite l'Amérique. L'Amérique est faite peut-être entre autres choses de chiffres, de statistiques, ou plutôt les statistiques aident à constituer ce qu'est l'Amérique. C'est en tout cas la thèse d'un livre passionnant, une enquête sur la manière dont les statistiques américaines ont été repensées et ont du même coup remodelé au fond le pays au moment du New Deal, de la Grande Dépression, un peu après 1929, dans les années 30. À midi moins 5, on retrouvera Cyril Lemieux pour sa chronique. Cyril qui reviendra sur la façon dont la journaliste Arlette Chabot a répondu à ceux qui l'accusaient de n'avoir pas maîtrisé les débats lors de cette fameuse émission À vous de juger sur France 2, juste avant le scrutin européen du 7 juin. Émission au cours de laquelle, notamment, faut-il le rappeler, François Bayrou et Daniel Cohn-Bendit ont eu une violente altercation. La chronique de Cyril Lemieux, ce sera à midi moins 5 et précisément, c'est sur ce scrutin du 7 juin, Sylvain, que vous revenez ce matin avec une analyse de l'abstention comme vous nous le promettiez la semaine dernière. Oui, chose promise, chose due. Retour sur cette élection avec Céline Braconnier qui est au téléphone avec nous. Pourquoi Céline Braconnier ? Parce qu'elle est l'auteur avec Jean-Yves Dormagin d'un gros livre, La démocratie de l'abstention, qui avait paru en folio. On en avait fait une suite dans les idées, une contribution importante à la compréhension de ce phénomène longtemps négligé qu'est l'abstention. Et l'un des faits, évidemment, peut-être le fait massif de ce scrutin du 7 juin, sur lequel il n'est pas inutile de revenir. Et l'autre fait intéressant de ce scrutin, tout le monde l'a noté, ça a été le changement du rapport de force, peut-on dire, entre d'un côté le Parti socialiste et de l'autre Europe Écologie. Donc la position de Céline Braconnier, à savoir dans un bureau de vote du 3e arrondissement de Paris, rendait les choses intéressantes, tant du point de vue de l'abstention que du point de vue de ce changement de rapport de force. Bonjour Céline Braconnier. Bonjour Sylvain Bourmeau. Vous étiez donc dans ce bureau du 3e arrondissement que vous connaissez à bien connaître, puisque vous y allez régulièrement depuis un certain nombre d'élections. Vous vous insérez en fait dans une enquête plus large que vous menez avec entre autres Jean-Yves Dormagin, qui lui est allé dans sa cité de Saint-Denis, celle des cosmonautes, qu'il connaît bien aussi, mais avec d'autres chercheurs, vous vous répartissez sur l'ensemble du territoire dans des bureaux de vote assez différents, c'est ça ? Exactement, c'est l'idée d'investir en profondeur un certain nombre de territoires et donc de les suivre au cours de scrutin. On a commencé l'enquête en 2002 pour la cité des cosmonautes et on a étendu le dispositif à des quartiers beaucoup plus privilégiés, intégrés dans des milieux plus ou moins urbanisés, plus ou moins ruraux. Et l'idée, c'est que de cette approche en profondeur, on aura une appréhension un petit peu plus fine des comportements électoraux que celle que nous avons des seuls sondages qui sont un peu monopolistiques dans le domaine électoral. En mobilisant différentes techniques d'enquête, des observations ethnographiques, des entretiens. Oui, parce que c'est un peu l'intérêt de l'approche localisée, c'est de permettre à la fois le croisement des méthodes qualitatives, l'observation participante, l'ethnographie, les entretiens approfondis, et puis aussi du quantitatif, puisqu'on investit à la fois les listes d'émargement, on fait des questionnaires sorties d'urne à chaque scrutin, on fait des questionnaires téléphoniques pour toucher l'ensemble des habitants. Donc l'intérêt d'une approche localisée, c'est effectivement de permettre une entrée par de multiples méthodes et le croisement de ces méthodes. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche 7 juin dans ce 3e arrondissement de Paris, où vous êtes allé voir qui votait, comment il votait, vous avez noté des différences par rapport au scrutin précédent ? Oui, alors ce qui est frappant d'abord, c'est en matière de participation, une participation qui est un petit peu plus élevée que la moyenne nationale dans ce quartier du 3e arrondissement qui est relativement privilégié, qui est un quartier du Marais, où la participation tend à être supérieure à la moyenne nationale depuis le tournant des années 2000, disons.
Une participation qui est du coup bien plus importante que celle enregistrée dans les quartiers populaires. Je crois que c'est la première leçon à retenir du 7 juin, c'est que dans des circonstances où le taux d'abstention est élevé au niveau national, l'écart entre les quartiers populaires et les quartiers plus privilégiés est abyssal. Donc là, on a enregistré dans le 3e 51% de participation. Et vous voyez, dans notre quartier de Saint-Denis, où on est depuis 2002, la participation a été à peine de 21%. Donc il y a un écart de 30 points. Je pense que c'est le premier élément à remarquer. C'est que dans le 3e, on était plutôt content du taux de participation par rapport à ce qui était annoncé et par rapport à ce qui était enregistré ailleurs. Ça corrobore ce que vous aviez montré dans votre livre sur les déterminants sociaux de l'abstention. Oui, exactement. On s'attendait à une participation très très faible dans les quartiers populaires et ça a été confirmé. C'est des quartiers où dès que le scrutin est de faible intensité, eh bien les électeurs ne vont pas voter. C'est un noyau d'électeurs, celui qui est le plus prédisposé à voter, celui qui s'intéresse un petit peu à la politique que l'on retrouve, et tous les autres, tous ceux qui ont participé au scrutin de 2007, où il y a eu une très forte participation dans ces quartiers populaires, ils ont cessé de voter dès les législatives et ils ne sont pas allés plus voter lors de ces européennes. Et qu'avez-vous observé d'autre ce dimanche 7 juin dans le 3e arrondissement de Paris? Alors, dans le 3e arrondissement, ce qui a été marquant, c'est évidemment le taux recueilli par la liste Europe Écologie, qui a été 2 fois plus important que celui recueilli par la liste dirigée par Harlem Désir, ce qui a été une surprise, y compris pour la municipalité elle-même. C'est un quartier qui est ancré à gauche, et de plus en plus à gauche d'ailleurs depuis une quinzaine d'années, et qui enregistre quand même une volatilité électorale à l'intérieur de la gauche assez marquée. Donc il y a un fort attachement au camp de la gauche, aux valeurs qui sont associées à ce camp. Et en même temps, on peut déduire des résultats du 7 juin, mais aussi du premier tour de la présidentielle de 2007, par exemple, qu'il n'y a pas d'attachement au Parti socialiste et que la loyauté à l'égard d'une formation n'existe pas vraiment. Et donc on passe, ce sont les mêmes électeurs qui pour certains ont voté en faveur de François Bayrou, qui était identifié comme un vote de gauche dans ce quartier-là au premier tour de 2007, et puis qui ont voté en faveur du maire socialiste municipal de l'année dernière et qui se sont reportés sur la liste Europe Écologie le 7 juin. Si j'entends bien ce que vous dites, il y aurait deux choses, à la fois plus d'identification partisane, comme on dit en sociologie politique, mais en même temps la persistance d'un clivage droite-gauche assez fort. Oui, très marqué. Et c'est d'ailleurs assez vrai pour ce type de quartier, mais aussi dans les quartiers populaires, où finalement il y a un fort attachement à la gauche, qui va de pair avec à la fois une méconnaissance des étiquettes partisanes et un faible attachement donc à ces organisations partisanes. Du coup, on enregistre des voix qui peuvent se porter aussi bien sur le Front de gauche, sur le Parti socialiste que sur Europe Écologie, un peu indifféremment en fait. Et donc en fonction des scrutins, en fonction de la campagne, en fonction de la tête de liste, eh bien voilà, on vote pour l'un ou pour l'autre des représentants du camp de la gauche. Est-ce à dire, parce que vous disiez qu'en 2007, le vote pour François Bayrou avait pu être vécu comme un vote de gauche, et c'est-à-dire que cette fois, ça n'a pas été le cas, et c'est cela qui a profité à Europe Écologie, que d'une certaine façon, le vote Bayrou a été perçu davantage comme un vote de droite? Oh non, je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que le vote Bayrou a pu être investi comme un vote de gauche dans des quartiers de gauche, mais je pense que là, en juin, la question du vote en faveur de François Bayrou ne s'est pas vraiment posée. Dans le 3e, en tout cas, c'était, on peut interpréter les votes en faveur d'Europe Écologie comme un vote de sanction à l'égard du Parti socialiste, davantage que comme un vote qui dirait quelque chose sur le rapport à François Bayrou. Et qu'en est-il du rapport aux enjeux? Parce qu'on a beaucoup entendu que ce vote pour Europe Écologie était le signe d'un intérêt croissant, d'une part pour les questions européennes et d'autre part pour les questions d'environnement. Nous, à partir de notre dispositif d'enquête, on ne peut pas alimenter une telle thèse. Ce qu'on a remarqué au cours de ces européennes, c'est déjà l'absence de campagne et l'absence d'intérêt pour le peu de journées de campagne qu'il y a eu. On parlait absolument pas d'Europe dans les quartiers qu'on a investis avant de voter, et on s'est positionné, on a fait son choix indépendamment des enjeux qui étaient mis en avant dans la campagne. Donc l'interprétation qui consiste à dire qu'il y a eu une sanction à l'égard des listes qui n'auraient pas mis la question européenne en avant me paraît pour le moins
relever d'une surinterprétation et d'une méconnaissance de la façon dont les messages électoraux sont reçus par les électeurs. Je pense que ce vote, paradoxalement, il dit pas grand-chose sur le rapport que les gens entretiennent à l'Europe. Et sur la question de l'environnement ? Sur la question de l'environnement, il y a, on n'en parlait pas. Je pense pas que ça a été la question décisive dans les quartiers populaires, par exemple au Cosmonautes, où Europe Écologie a fait un relativement bon score. La raison pour laquelle on a voté pour cette liste, c'est pas la question de l'environnement. Ceci dit, quand il y a peu de campagne et dans les milieux peu politisés, on est évidemment sensible aux signaux superficiels qui sont donnés en fin de campagne. Et donc dans un quartier comme celui-là, mais aussi dans les quartiers, je pense à Garges-les-Gonesse, par exemple, dans les quartiers populaires, la diffusion du film dont on a tant parlé de Yann Arthus Bertrand a pu jouer un rôle dans le choix d'Europe Écologie plutôt que le Front de Gauche ou plutôt que la liste PS, par exemple. Ce sont des quartiers dans lesquels les étiquettes partisanes font peu de sens, dans lesquels on ne suit pas les campagnes. Et donc, la diffusion un jour, la veille des élections, d'un film qui mettait en avant la question environnementale a pu avoir un effet en termes de répartition des voix, c'est sûr. Merci beaucoup Céline Braconnier pour ces éclairages à partir de votre enquête. Je rappelle une grande enquête menée à de très nombreux chercheurs sur les comportements électoraux et ce depuis 2002 à l'occasion de chaque scrutin. Je renvoie aussi au livre que vous aviez publié avec Jean-Yves Dormagin, La démocratie de l'abstention, qui est disponible en folio chez Gallimard. Et du 3e arrondissement de Paris, on passe aux États-Unis et de 2009, on passe aux années 30, Sylvain, avec le livre dont vous allez parler ce matin dans le dossier. Oui, preuve supplémentaire que les frontières sont décidément brouillées entre l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. Avec ce livre d'Emmanuel Didier, En quoi consiste l'Amérique, les statistiques, le New Deal et la démocratie. Une passionnante enquête sur un moment clé des États-Unis qui nous permet de comprendre beaucoup de choses, y compris aussi un certain nombre de questions qui se posent à nous dans la situation de crise que nous connaissons aujourd'hui et dans la situation de crise de la statistique publique aussi, dont nous avons eu l'occasion de parler quelquefois dans cette émission au cours des derniers mois. J'imagine qu'on y reviendra. Avec nous donc autour de la table, l'auteur de ce livre, Emmanuel Didier, qui est chargé de recherche au CNRS, rattaché au CESDIP, au Centre d'études sociologiques sur le droit des institutions pénales, ainsi qu'au groupe de sociologie politique et morale de l'École des études en sciences sociales. Et puis pour parler de son enquête avec lui, Alain Desrosières, qui est directeur de recherche dans cette École des études en sciences sociales, qui est spécialiste des statistiques et sociologue, dont je fais... Directeur de recherche. Pardon, je fais une erreur. Je n'ai jamais été directeur de recherche. Alors voilà, vous êtes en tout cas membre du centre Alexandre Coiré d'Histoire des sciences et on vous doit un livre qui s'appelle La politique des grands nombres. Vous étiez venu en parler ici. C'est un livre qui fait référence, il est cité très souvent dans le travail d'Emmanuel Didier pour penser ces questions de relation entre la statistique et la politique notamment. On aura l'occasion de s'en rendre compte au cours de cette émission. Et puis autour de la table aussi Pape Ndiaye, qui lui est historien, maître de conférence, j'espère que je ne me trompe pas, à l'École des études en sciences sociales, qui est américaniste, à qui l'on doit récemment un livre sur la condition noire, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il travaille aussi sur les États-Unis, sur cette période, sur l'industrie, sur l'histoire économique américaine, et j'imagine qu'il a dévoré le livre d'Emmanuel Didier. Alors Emmanuel Didier, peut-être avant qu'on ouvre la discussion avec nos deux invités, sur votre livre, vous pourriez nous expliquer au fond de quoi il s'agit. C'est vrai que le titre est très curieux, en quoi consiste l'Amérique. On voit que la question qui vous intéresse, c'est celle de la représentation de l'Amérique, de la représentation cognitive, dites-vous, hein, comment on se représente l'Amérique, mais qui n'est pas sans rapport avec la représentation politique. Et vous avez de cette notion de représentation, une acception qui n'est pas celle classique du miroir, du reflet. Vous montrez même à travers votre livre que, en fait, il y a quelque chose de profondément actif dans l'idée de représenter et de se représenter. Or, c'est précisément ça qui va se produire dans la période que vous étudiez, un changement de régime, au fond, dans la représentation des États-Unis. Emmanuel Didier. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Oui, en effet, c'est un livre qui part de la question de la représentation, mais qui
cherche à la poser d'une autre façon. En fait, on peut, si donc on se plonge dans l'histoire des États-Unis pendant le New Deal, la Grande Dépression, on peut suivre d'une part une histoire de la statistique qui est en train d'évoluer, d'un côté, et d'autre part une histoire des interventions politiques qui est elle aussi en train d'évoluer. Mais quand on les regarde ensemble, on peut pas dire... d'abord, elles sont liées d'un côté, d'une certaine façon, mais on peut pas dire que l'une aurait causé l'autre, quel que soit le sens dans lequel on prend la causalité. Et donc, une façon de comprendre ce qui s'est passé, c'est de dire qu'elles ont pris consistance ensemble, et qu'elles ont donc constitué un agrégat qui permettait de ressaisir l'Amérique entière. Alors, on va raconter cette histoire, parce que il y a une dimension chronologique, il y a une vraie histoire dans votre enquête. Vous partez d'une époque, d'un moment, au 19e siècle, où s'invente, au fond, dans un type de régime politique particulier des États-Unis, une façon de produire de l'information sur la réalité de ce pays. Et peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Ça s'invente d'abord, et on peut le comprendre vu ce qu'étaient les États-Unis à l'époque, dans l'univers agricole. C'est la question de la fixation des prix, au fond, qui va conduire à la mise en place d'un système d'information centralisé, de façon à ce que les marchés fonctionnent correctement. Voilà, alors on peut présenter... Oui, tout à fait. Donc on peut partir du tout début de l'histoire. Il y a une sorte de mythologie qui dit que les toutes premières statistiques américaines, agricoles américaines, datent de 1862 exactement. Donc ça, c'est évidemment pas tout à fait... Enfin, on pourrait probablement montrer le contraire, mais la mythologie est amusante. En gros, l'idée était que les agriculteurs, chacun dans leur ferme, avaient beaucoup de temps devaient passer leur temps à produire leurs biens agricoles, qui du blé, qui du maïs, etc. Et que donc ils avaient pas le temps de s'informer de l'état de la production, de se faire une vue globale de la production, des marchés. En revanche, les acheteurs de ces productions agricoles passaient de ferme en ferme, et eux, donc, achetaient les produits agricoles, mais en même temps, ils se donnaient une vue globale du marché. Et donc, il était beaucoup plus facile, il y avait une asymétrie d'information, comme on dit aujourd'hui en économie, il était beaucoup plus facile pour les acheteurs de manipuler les prix que pour les producteurs. Et donc, il y a eu donc ça encore une fois, c'est une mythologie, un journaliste qui s'appelait Orange Judd, qui était journaliste au American Farmer, qui a proposé aux plus intelligents des fermiers de chaque comté d'envoyer une estimation de la production agricole, de lui envoyer à lui une estimation de la production agricole de son comté. Donc chaque fermier lui-même faisait son enquête, enfin non pas chaque fermier, un fermier dans chaque... Un correspondant. Voilà, alors c'était devenu un correspondant agricole, puisqu'il envoyait une lettre, et Orange Judd agrégeait toutes ces lettres, et puis produisait un chiffre global pour plusieurs États, en gros le Midwest, quoi. Et donc ça a permis de mener des politiques qui visaient à ce que la transparence des marchés soit la meilleure possible. un mécanisme qu'on retrouvera en fait à la fin de l'histoire aussi. Au début, ça provient d'une sorte d'activité du public qui est affectée par des problèmes et qui donc réagit de lui-même. Et l'État peu à peu prendra ces techniques-là et en fera une action gouvernementale grâce auquel en unifiant toutes les statistiques sur les États-Unis entiers, alors plus seulement le Midwest, mais en allant de la Floride à l'État de Washington, et bref, tous les États-Unis, produiront des chiffres sur la production totale de divers produits agricoles. Purification des marchés. Purifieront les marchés. Merci. Voilà. Alors on va continuer à grandes enjambées cette histoire avant de revenir plus précisément sur certains moments. Ce qui se passe, c'est que au fond, donc ça naît, vous venez de le dire, par des initiatives privés d'acteurs, puis c'est peu à peu codifié, repris en charge par l'État au sein de ce qui s'appelle la division, qui change de nom très souvent, mais en gros une partie de l'administration qui s'occupe de produire des statistiques agricoles dont les marchés ont besoin. Et puis tout ça se consolide, devient de plus en plus dur en quelque sorte, de plus en plus important aussi, jusque dans les années 20, jusqu'à un moment, la crise de la Grande Dépression, donc le krach de 29, suivi de cette crise, qui produit un véritable trouble, au fond, au sens où on n'arrive plus à se représenter avec les outils habituels ce qui se passe. Alors, en fait, il y a deux mouvements un peu séparés. Il y a d'une part le fait que quand la crise a explosé, a eu lieu en 1929, elle a été suivie pour l'administration, pour la division, par
absolument aucune réaction en fait, parce que c'était justement devenu tellement solide que la division a continué à produire ces chiffres sans absolument se poser de questions. C'était pas du tout nécessaire de se poser des questions. Les routines étaient mises en place et c'était pas la peine d'en parler. Mais il y avait un problème quand même, c'est que il suffisait de sortir dans la rue pour voir qu'il y avait des chômeurs partout et vraiment des queues de chômage qui étaient impossibles à ne pas voir. On a probablement tous lu Les raisins de la colère. Les fermiers étaient dans des situations économiques dévasté, je sais pas comment dire autrement. Donc il y a eu par exemple un gros mouvement d'exode. Le Midwest a été vidé de ses fermes complètement. Et donc avec les yeux de tous les jours, je peux dire avec nos yeux physiques, chacun pouvait constater que c'était la catastrophe. Et pourtant, les routines statistiques continuaient. Et donc, il y a eu une sorte de décalage qui a été un peu étrange. Et quand Roosevelt a été élu et qu'il a mis en place la AAA, Agricultural Adjustment Administration, donc son administration mise en place pour lutter contre les problèmes agricoles, alors évidemment, ça a eu des effets à ce moment-là, ça a eu des effets sur les productions de statistiques. Et il a fallu changer les méthodes. On va peut-être s'arrêter là pour cette histoire pour le moment et la reprendre par la suite. Alain Desrosières, comment vous avez lu cette enquête, cette focalisation sur ce moment particulier qui c'est pas quelque chose de soudain, on va y revenir, c'est progressif, mais néanmoins ça finit par aboutir à un changement radical dans la manière de produire une représentation statistique d'un pays en l'occurrence. Alors, il y a plusieurs volets dans le livre d'Emmanuel Didier. Il y a le volet Histoire de l'Amérique, dont on vient de parler, mais son livre est aussi très intéressant pour l'historien des sciences, puisque ça représente aussi un moment, ces années 30, un moment très intéressant dans l'histoire d'une technique, qui est la technique des sondages, dont on va parler maintenant. Alors déjà, je voudrais attirer l'attention sur le fait que le mot sondage, maintenant, il est utilisé, on l'a utilisé tout à l'heure, par exemple, à propos des élections européennes, pratiquement pour tout le monde, ça veut dire enquête d'opinion et enquête sur les élections. Mais là, il s'agit du sondage en tant que technique qui consiste à donner un résultat pour un ensemble très vaste, comme les États-Unis, à partir d'un échantillon. Donc à l'origine, c'était ça. C'était une idée où, en utilisant la méthode des probabilités, on pouvait extrapoler à partir d'un tout petit échantillon quelque chose de valable pour un pays tout entier. Or, il faut bien se rendre compte que ceci maintenant est complètement naturalisé, c'est évident, plus personne n'y pense, mais il a fallu 1 siècle et demi pour que cette idée-là soit devenue une idée normale. Je dirais en gros de la fin du XVIIIe siècle, où la méthode avait déjà été utilisée par Laplace, jusqu'aux années 1930, justement, dont Emmanuel parle dans son livre. Donc son livre est aussi très intéressant d'un point de vue d'une histoire sociopolitique et cognitive de cet outil finalement bizarre qui consiste à extrapoler des résultats valables pour 100 millions de personnes à partir d'un échantillon de 10 000 personnes. Alors je voudrais juste qu'on s'arrête un moment pour faire ce point méthodologique, vous l'avez fait, mais qu'on le détaille, Alain Desrosières, parce qu'il y a ce mot en français qui est problématique, qui est celui de sondage. D'ailleurs en anglais, on n'utilise pas le même terme, on parle de poll quand il s'agit de sondage au sens français du terme, principalement c'est-à-dire sondage d'opinion, enquête d'intention de vote, mais il y a les mots de survey, il y a différents vocabulaires en anglais pour désigner ces techniques méthodologiques. Ce qu'il faut peut-être dire, rappeler précisément, c'est que les sondages dont on va parler dans cette émission, ceux qui sont à l'origine de la production de ces statistiques, reposent, vous l'avez dit, sur une loi statistique, sur les probabilités, et donc sur des échantillons aléatoires dont on peut mesurer les écarts d'erreur. Enfin, tout ça est régi par des lois mathématiques statistiques, ce qui n'est pas le cas des échantillons de sondage, d'opinion ou d'intention de vote, qui sont eux pas aléatoires, mais construits de façon en agrégeant, de façon stratifiée des échantillons selon des procédures qui n'ont rien à voir, rigoureusement rien à voir. Ça me semble peut-être important de le préciser parce que pour le grand public, il y a une confusion totale sur ces techniques d'enquête. Oui, effectivement. Donc la possibilité de obtenir des résultats consistants, comme dit Emmanuel, à partir d'un sondage aléatoire est quelque chose de tout à fait problématique. Et il y a eu pendant des décennies des débats sur plusieurs façons d'obtenir un échantillon représentatif. Et on peut dire que la méthode aléatoire, elle a quelque chose de contre-intuitif, c'est-à-dire se fier au hasard pour avoir un échantillon représentatif. Ça paraît bizarre. Maintenant, c'est banal, mais pendant des décennies, ça a été absolument mal compris. Et il y avait une autre méthode qui était
prôné, qu'on appelait le choix judicieux, qui consistait à faire une sorte de maquette de la population en mettant une certaine proportion de ruraux et d'urbains, de gens jeunes et vieux, etc. Et on appelait ça la méthode du choix judicieux. Et la méthode utilisée de nos jours par les instituts de sondage, on appelle ça la méthode des quotas, et cette méthode ressemble à la méthode dite du choix judicieux. Et il faut voir que jusque dans les années 20, chez les statisticiens professionnels, il y avait une énorme bagarre entre les tenants de la méthode aléatoire et la méthode des choix judicieux. Et justement, le livre d'Emmanuel se place à un moment où cette bagarre se dénoue. C'est-à-dire que on voit comment, au sein même des services statistiques qui sont soit ceux de l'agriculture, d'une part, soit ceux qui s'occupent de l'emploi et du chômage, dont on parlera tout à l'heure, il y a des discussions épiques et on voit comment on passe l'enchaînement des arguments. Donc là, on a un travail de sociologie des sciences vraiment très minutieux et on voit aussi les conséquences politiques de ce choix. C'est-à-dire que c'est pas un choix purement méthodologique, c'est un choix qui a des rapports avec la façon dont la statistique est insérée dans le tissu social, avec les routes, les facteurs, tous ces détails très concrets dont le livre d'Emmanuel regorge. Alors les choix politiques, les conséquences politiques, on y viendra aussi. On reviendra aussi avec Pap Ndiaye sur l'aspect histoire des États-Unis. Mais Emmanuel Didier, pour bien prendre la mesure de ce qui se joue à ce moment-là où la bataille est gagnée par ceux qui plaident pour l'aléatoire, comme dit Alain Desrosières, il faut prendre conscience du fait que finalement l'INSEE, pour prendre l'exemple de l'Institut national de statistique français, aujourd'hui est le produit au fond de cette bagarre, puisque cet institut se mettra en place après la Deuxième Guerre mondiale, en allant voir ce qui s'est fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, toutes les grandes enquêtes dont nous disposons reposent sur ces techniques, celles qui ont en quelque sorte triomphé à ce moment-là précis de l'histoire des États-Unis. Donc ça ne concerne pas que le cadre américain, au fond, Emmanuel Didier. Alors, tout à fait. En fait, les États-Unis ont été assez... C'est un moment où les États-Unis deviennent assez innovants, et les premiers, disons, les first ones. Et le monde entier a imité les techniques qui ont été inventées, telles que je le raconte dans le livre. Je voudrais juste... alors évidemment, c'est pas à moi de le dire, mais je voudrais juste dire que j'ai fait des efforts surhumains pour présenter les probas, etc., d'une façon limpide. J'ai essayé, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est-à-dire qu'on peut lire l'histoire... C'est un effort que j'ai fait pour qu'on puisse lire des histoires de formules mathématiques. Disons, bon, c'est des petites formules, c'est pas très difficile, mais que ce soit accessible pour un lecteur qui n'a pas envie de faire beaucoup de maths et qui n'a pas envie d'en faire du tout d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je confirme, c'est pas un livre sur les chiffres, c'est pas un livre du tout de méthode statistique, mais c'est un livre, comme le disait Alain Desrosières, d'histoire des sciences aussi, et d'histoire des États-Unis, Pap Ndiaye. Oui, dans un domaine, l'histoire du New Deal, qui est un domaine ultra fréquenté de l'histoire américaine. Il y a des bibliothèques entières sur les New Dealers, sur Roosevelt, sur les tensions entre Roosevelt et la Cour suprême, sur tout ce qui s'est passé dans un moment très, très dense politiquement. On sait aussi, historiographiquement, que le New Deal est marqué par l'arrivée des universitaires, du monde universitaire dans la politique, dans des proportions qu'on n'avait pas connues jusque-là. Et donc, il y a des universitaires de Harvard en particulier, autour de Frankfurter dans le droit, mais aussi des gens de l'université du Wisconsin pour ce qui concerne l'agriculture, et bien d'autres qui entrent à titre d'experts dans le gouvernement. Et donc là, il y a une forme d'expertisation de la politique américaine. Ça, c'est quelque chose qui est relativement bien connu, sauf que ce que fait Emmanuel Didier, c'est qu'il montre vraiment comment ça se passe. Il ouvre la boîte noire. Il suffit pas de dire il y a des spécialistes qui vont à Washington. Il faut montrer comment ça se passe. Et lui, il décortique tout ça de façon très minutieuse. Et du coup, dans ce domaine ultra fréquenté, il arrive à dire des choses nouvelles. Alors d'autant plus, Emmanuel Didier, que vous avez découvert au fond des archives relativement intactes, parce que il y a un certain nombre de lieux de production des statistiques qui avaient heureusement gardé tous les documents qui nous ont permis de raconter cette histoire, de détailler la façon dont ça se faisait très concrètement, c'est-à-dire comment on concevait des enquêtes, mais comment on les réalisait aussi, comment on formait les gens qui étaient chargés de mener sur le terrain ces enquêtes, etc. Tout ça reposait dans des boîtes d'archives, mais qui avaient été jusque-là assez peu ouvertes. Alors c'est très intéressant parce que la production statistique produit une quantité de papier faramineuse, et comme ce sont des administrations, elles ont conservé leurs archives effectivement. Mais comme ce sont des tableaux de chiffres, qui en plus estiment l'estimation de la quantité de blé produite en mai 1922, aujourd'hui ça n'intéresse plus grand monde. Donc effectivement, il y a peu de monde qui vont ouvrir ces archives. Et alors donc j'ai passé beaucoup de temps en effet à ouvrir des cartons d'archives qui n'avaient jamais été ouverts par personne. C'est assez drôle. Il y avait même des
j'ai trouvé des cartons d'archives, vous avez conservé des échantillons de terre, des échantillons de... Enfin, vraiment, oui, en effet, c'était une découverte assez amusante. Pape Ndiaye ? Oui, l'objectivation statistique, c'est-à-dire la manière dont le gouvernement américain va produire des savoirs sur le monde agricole et sur la production agricole, c'est un point de vue parmi d'autres de l'État. C'est-à-dire que l'État, pendant les années 30, développe une multiplicité de représentations du pays, une multiplicité de réponses à la question « En quoi consiste l'Amérique ?» Et la statistique, c'est une réponse parmi d'autres. Il y en a d'autres, je vais vous en citer deux, par exemple, les grands programmes qui sont les programmes d'écriture de guides de tourisme lancés par le New Deal à partir de 36-37. Ce sont des guides qui sont encore publiés. Dans chaque État, on publie un guide, généralement écrit par des jeunes écrivains qui deviendront plus tard célèbres, comme Henry Miller ou Ralph Ellison. Saul Bellow, exactement. Et donc, on a des guides qui sont des guides formidables. Voilà une production, une représentation qui est faite à l'instigation de la WPA, de cette fameuse agence qui employait des millions de personnes, y compris des intellectuels et des artistes. Et puis les projets photographiques aussi qu'on connaît. Les projets photographiques, vous y faites allusion. On pourrait également mentionner un programme qui est un programme formidable d'interview des derniers esclaves, des derniers anciens esclaves à partir de 36-37, mené par des enquêteurs qui sillonnent les campagnes du sud des États-Unis et qui croisent sans doute les enquêteurs au volant de leur voiture qui, eux, s'occupent de la production de coton ou d'autres choses de ce genre, et qui vont interviewer des hommes et des femmes qui ont 80, 90 ans et qui sont nés esclaves. Et donc on a là, on dispose de 15 volumes et de milliers d'heures d'enregistrement pour chaque État du Sud de personnes âgées qui racontent leur vie. Donc, voilà une autre représentation qui, elle, est une représentation historienne que l'État se donne à propos de la consistance de l'Amérique, justement. Donc on voit bien qu'on avait affaire, au-delà de la crise financière et de la crise économique, à une sorte de crise d'identité américaine qui a produit toutes ces initiatives qui visaient à produire des images de l'Amérique. Si on revient à ces images statistiques Alain Desrosières, on a vu que ça a été le laboratoire pour la production de nouveaux types d'images, donc qui reposaient sur ces techniques de sondage. À la fin de son livre, je crois, Emmanuel Didier dit c'est pas un hasard, en citant Gabriel Tarde, c'est pas un hasard si c'est aux États-Unis que ça s'est produit, puisque ça a à voir avec la taille du pays, ça a à voir avec le gigantisme de ce pays. Et donc, les gens chargés de produire des statistiques agricoles qui vont de la culture quasi tropicale en Floride jusqu'aux montagnes enneigées du nord du pays ont bien du mal à faire tenir ensemble toutes ces réalités agricoles. Et en même temps, cette taille énorme, cet échantillon énorme permet peut-être mieux qu'un petit pays de mettre en place ces techniques aléatoires. Oui, c'est sûr que cette idée ça me fait penser d'ailleurs ce que vous dites à quelque chose qui se disait au moment de la Révolution française où on disait, on mettait en rapport la possibilité de faire une république avec la taille d'un pays. On disait la république n'est possible que dans un petit pays. Mais ceci c'est un autre sujet. Mais il y a une autre chose qui m'a intéressé dans le livre d'Emmanuel, c'est la diffusion des techniques. Au fond, ces techniques étaient apparues au début en Europe, mais ensuite elles ont pris une grande échelle, effectivement, aux États-Unis. Et c'est intéressant de savoir que les sondages utilisés à l'INSEE de nos jours, en particulier une technique qui s'appelle celle de l'échantillon mètre, master sample en anglais, Emmanuel décrit comment cette méthode a été rapportée en 1946 des États-Unis par un statisticien de l'INSEE naissant qui s'appelait Raymond Lévy-Bruhl, qui est mort l'année dernière, qui était le petit-fils de l'anthropologue Lucien Lévy-Bruhl. Et cette méthode de l'échantillon mètre est encore utilisée dans l'enquête emploi. Et si on reprend dans la grosse discussion qu'il y a eu il y a 2 ans au sujet de la méthode de la mesure du chômage, eh bien, on avait l'opposition entre cette méthode d'échantillonnage avec une source administrative qui était celle de la NPE. Donc, on voit il y a une brûlante actualité dans ce sujet. Alors, il y a un autre thème, je pense que vous allez l'aborder, mais comme j'ai un peu peur pour le temps, je voudrais l'aborder tout de suite, qui est vraiment original aussi dans le livre d'Emmanuel, c'est ce qu'il appelle le participationnisme, c'est-à-dire le fait que... Je vois très bien, je vous propose qu'on y vienne
viennent après, parce que j'aimerais quand même que Emmanuel Didier, enfin qu'on s'arrête un moment sur cette histoire d'échantillon-mètre, parce que c'est assez important, parce que la question qui se pose évidemment dans un pays aussi vaste que les États-Unis en particulier, c'est sur quelle base, sur quelle population de départ, d'origine, on construit cette technique aléatoire. Donc comment on construit alors après, on sait que les sondages, notamment d'opinion, ça s'est appuyé pendant longtemps, puis on sait qu'aujourd'hui ça pose des problèmes sur les annuaires téléphoniques, mais là on est à une période où ça n'a pas de sens. Donc comment on construit cet échantillon-mètre ? Voilà, donc pour faire un tirage aléatoire, donc, il faut avoir une représentation homogène de ce qu'on appelle en statistique l'univers. Donc chaque individu appartenant à l'univers doit être représenté de la même façon que les autres. Et donc les statisticiens ont cherché des univers, pour le dire en termes statistiques, et ils n'en trouvaient pas, parce que évidemment les États-Unis, comme c'est un État fédéral, chaque État fait un peu ce qu'il veut, en gros. Enfin bon, allez, je vais très vite, et il était très difficile de trouver des représentations uniformes de tout le pays. Et la seule solution qu'ils ont finalement trouvée après de très nombreuses tentatives, souvent couronnées arrivant à un échec, c'est de produire une gigantesque carte des États-Unis à une échelle suffisamment réduite pour qu'on voit apparaître les fermes, donc des cartes un peu comme celles qu'on connaît des cartes d'état-major, et les réunir le plus de cartes d'état-major produites par les États quand elles existaient, mais c'était pas du tout toujours le cas. Et quand les États n'avaient pas fait les cartes, alors carrément de payer des aviateurs pour prendre des avions, des appareils photo, aller photographier les zones qui n'avaient pas été cartographiées et utiliser ces photos aériennes comme si c'était des bouts de cartes. Et donc ils ont centralisé à Ames, Iowa, dans la ville de Ames à Iowa, la totalité de ces cartes qui remplissaient, j'ai oublié les mesures exactes, mais ça faisait plus de 3000 cartes de plus de 1,50 m de carré. Et ensuite, à partir de toutes ces cartes, ils ont commencé à dessiner, enfin, ils ont embauché des armées de jeunes filles au chômage qui ont minutieusement, elles étaient embauchées parce que c'est des filles et donc elles étaient minutieuses, c'était comme ça à l'époque, et minutieusement, elles dessinaient les petits carrés qui, peu à peu, permettrait le tirage aléatoire. Voilà, donc c'est une grande aventure assez incroyable et assez méconnue par ailleurs. Objectivation géographique d'abord de Pape Ndiaye. Le premier New Deal de 1933 à 36 ou 37, c'est pas simplement donc un New Deal qui vise à répondre à la Grande Dépression et à sortir de la crise. C'est évidemment l'objectif du moment. Mais c'est aussi un projet d'ingénierie sociale. C'est aussi quelque chose qui vise à transformer les États-Unis au-delà de la réponse à la crise. Et en cela, ce dont parle Emmanuel Didier, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet qui avait commencé au début du XXe siècle, qui était le grand projet progressiste, qui consistait à cartographier l'Amérique, à avoir la représentation la plus précise de ce qui se passe dans les villes. D'abord, au début du XXe siècle, on fait des cartes extrêmement précises. À Pittsburgh, par exemple, des quartiers où maison par maison, on va dire qui habite là, qui fait quoi, etc., etc. Et puis ensuite, finalement, on passe aux campagnes. Mais c'est le même projet progressiste de cartographie afin d'agir structurellement et transformer le pays. Donc là, il y a en commençant par le rendre visible. Oui, c'est ça. Et donc là, il y a un grand projet qui est un projet qui court sur une partie du XXe siècle, qui s'accélère au moment de la Grande Dépression parce que c'est l'occasion, d'une certaine façon, d'agir, mais qui est un projet structurel de transformation. Alors on en vient à cette question, Alain Desrosières, du participationnisme, parce que il a son origine dans l'époque antérieure à la crise. On parlait tout à l'heure des correspondants agricoles, donc la façon dont une instance centrale peut s'appuyer sur des correspondants locaux pour faire remonter l'information. Donc il y a une participation des acteurs à la production de cette information. Mais au fond, pendant l'invention de ces nouvelles techniques, au moment de la crise, on va aussi s'appuyer sur les acteurs, parce que l'une des choses les plus extraordinaires de ces statistiques de New Deal, c'est que quand on va commencer à mener un nouveau type d'enquête sur le chômage, on va d'abord s'appuyer sur les chômeurs eux-mêmes pour administrer les questionnaires, pour mener ces enquêtes sur le terrain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un aspect qui peut-être a un peu disparu dans les statistiques publiques plus modernes. C'est cette idée que les personnes, à la fois les personnes interrogées et même les enquêteurs, sont issus du public et que les publics concernés par les enquêtes elles-mêmes. Alors on avait vu en matière agricole les correspondants. Donc avec ces correspondants, c'était des individus bizarres parce qu'ils étaient à la fois enquêteurs et enquêtés. À la fois, ça fait penser aux informateurs des ethnologues. Et puis après,
dans les années 30, justement, il y a eu une disjonction de la figure de l'enquêteur et de l'enquêté avec la disjonction moderne. Et puis ensuite, on a cette chose étonnante dans les années 30 où on embauche des employés au chômage pour faire eux-mêmes, ou plutôt elles-mêmes, puisqu'il s'agit en majorité de femmes, les enquêtes sur le chômage. Et alors, il y a derrière tout ça, plus qu'une simple astuce pratique, il y a une philosophie de l'implication du public qui est liée, je crois, enfin Pam Ndiaye connaît sûrement ça mieux que moi, quelque chose qui est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment dans la philosophie politique américaine où on implique les personnes dans leur propre destin. On le voit dans le livre d'Obama où il raconte sa vie quand il est à Chicago, la façon dont il se comporte en mobilisant les gens et en les impliquant. Et alors là, on a cette chose tout à fait originale où effectivement les personnes sont impliquées, sont associées. Et Emmanuel montre bien comment à partir de 41, très précisément, ceci se casse parce que il y a contradiction entre cette façon d'impliquer les gens et puis les techniques probabilistes avec des outils scientifiques, etc., de neutralité. Donc on a une tension entre une notion d'objectivité avec les personnes, l'objet enquêté ne doit pas intervenir dans l'enquête, et puis une autre notion d'objectivité où au contraire les personnes enquêtées, le public doit impliquer. Et là il développe quelque chose de peu connu qui est justement la naissance d'un style de statistique plus scientiste, on pourrait dire, plus objectivant, neutralisant, pour arriver à un idéal entre guillemets d'objectivité qui est encore court de nos jours. Mais je voudrais dire que maintenant, dans la récente crise, on voit ressurgir des choses un peu de ce genre, où dans un contexte complètement différent, avec les micro-ordinateurs, avec plein d'autres choses, on a des associations comme Pénombre, on a le Forum pour d'autres indicateurs de richesse qui critique le rapport de la commission Stiglitz, on a un monde associatif qui s'implique pour discuter les statistiques. Donc d'une certaine façon, ça redonne de l'actualité à cet idéal d'implication, de participation que Emmanuel décrit dans son livre. On a aussi évidemment, si on prend le secteur des intermittents du spectacle, par exemple, des manières de se mobiliser pour reproduire des chiffres différents de la part des acteurs. Mais ce que vous décrivez, moi, c'est ce qui m'a absolument passionné dans le livre, c'est ce moment du basculement qu'on évidemment peut mettre en parallèle avec l'histoire de la sociologie dans le même temps, puisque on passe d'un régime de sociologie américaine qui est issu directement du pragmatisme et qui se fait surtout à Chicago, vers une sociologie quantitative à la Lazarsfeld, façon scientiste, pour reprendre le terme des Rosières, avec un rôle de plus en plus important des chiffres et moins de participation. Et donc ça se passe effectivement dans les années 40. Ça ne veut pas dire que la tradition et la référence que vous faisiez à Obama me touche évidemment, soit totalement disparue, puisque on voit bien que ce pragmatisme continue d'exister, mais quand même on passe d'un régime qui est celui du public, pour reprendre le concept de John Dewey, et donc de public organisé, soit sur la base de communautés, soit de façon beaucoup plus large, à l'idée d'une masse au fond. Hein, et vous citez le très beau livre de C. Wright Mills sur justement ce passage au fond d'un moment à un autre de la sociologie américaine, qui correspond aussi au passage d'un moment à un autre de la société américaine, c'est-à-dire une société de public à une société de masse au fond. Emmanuel Didier. Oui, donc tout à fait. Je ne saurais mieux dire. En effet, à partir du moment où les sondages, en tout cas les sondages aléatoires sont mis en place, comme œil du gouvernement, hein, en tant qu'ils servent au gouvernement à voir la population, alors ils sont plutôt gênés par le fait que la population puisse prendre les choses en main et elle-même se sélectionner, par exemple, ou elle-même prendre la parole, puisque c'est incompatible avec la méthode de l'aléa, où c'est c'est une instance, le gouvernement, qui fait des sélections aléatoires. Et donc, l'objet qui ressort de cette technique, c'est une population beaucoup plus passive, qui attend en fait que le gouvernement agisse pour elle. Et d'ailleurs, on peut observer aussi une transformation du secret. Il y avait des techniques de secret très importantes dans les années libérales, les années libérales. Et là, le secret devient très différemment utilisé. Le gouvernement tend à cacher carrément qu'il va faire des enquêtes pour que les gens ne se mettent pas... Pour ne pas produire d'artefacts. Pour ne pas produire d'artefacts, voilà, exactement. Oui. Pam Ndiaye. Ce passage à la société de masse que vous décrivez, si Wright Mills en parle, on pourrait faire référence aussi à l'école de Francfort et son ton assez morose et critique. C'est un point de vue des sciences sociales sur la société. C'est une représentation de la société. Ça ne signifie pas que, à partir de la fin des années 30 ou des années 40, la société américaine devient
en soi une société de masse. Il y a beaucoup d'historiens qui ont montré comment, dans cette société de consommation et d'un New Deal qui se centre à partir de la fin des années 30 sur la question du pouvoir d'achat plutôt que sur la question de la transformation du capitalisme, contrairement à 1933, qui ont montré comment la société, à l'intérieur de ça, est une société où se reconstruisent les groupes, le local, comment se tisse du local, alors même qu'une quantité de produits uniformisés se déverse sur le pays et triomphe dans les années 50. Autrement dit, on peut très bien soutenir l'idée que aux États-Unis, il n'y a pas de société de masse. Vous voyez, il y a des points de vue possibles. On peut, d'une certaine façon, défendre la société, on peut défendre le local, défendre les communautés contre un point de vue qui est un point de vue un peu surplombant, qui est le point de vue effectivement dominant dans les politiques et les sciences sociales américaines des années 50. Alain Desrosières, je voudrais, le temps passe, mais il nous reste quelques minutes, qu'on en vienne aux références qu'Emmanuel Didier fait à votre travail sur la façon de penser le lien entre caractéristiques de la société, méthodes statistiques et modes d'action politique. C'est-à-dire, ce que disait Emmanuel Didier tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas une relation de causalité simple, mais néanmoins, il y a un chaînage, au fond, entre ces dimensions-là. Oui, effectivement, on peut essayer de reconstituer l'histoire longue de la statistique en essayant de caractériser des moments où il y a une sorte d'interaction entre des façons de penser le monde social, des façons d'agir sur lui et des façons de le quantifier à travers la statistique. Et d'ailleurs, il y a un mot significativement que nous n'avons pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, qui est le mot État. Il faut se rappeler que statistique, à l'origine, c'est une science de l'État, en allemand. Et c'est peut-être pas un hasard, c'est que dans notre tradition française, l'État a une présence, disons à tout le moins, très différente des États-Unis, dans lequel on a un État fédéral. Il faut savoir qu'il n'y a pas existé de bureau de statistique permanent jusqu'en 1902 aux États-Unis, et que donc on a une situation très différente. Alors, on peut caractériser des grandes périodes où ce triplet, si on peut dire, qu'on vient d'énumérer, a une certaine cohérence, sachant que la situation actuelle est plutôt un empilement de ces triplets, un mélange de ces triplets. Alors, ce qui est intéressant dans le livre d'Emmanuel, c'est que lui, il donne un coup de zoom sur une période précise, celle des années 30, où on voit basculer d'un monde à un autre. C'est-à-dire, on bascule d'une type de statistique tournée finalement autour de l'économie marchande, on voit bien, puisqu'il s'agissait de réguler les marchés, vers une statistique liée à l'État-providence, puisqu'il s'agit à ce moment-là d'aider les fermiers ruinés, les chômeurs. Et donc, on voit se développer dans les années 30 un style d'État-providence associé au niveau de la politique économique à ce qu'on peut appeler l'État keynésien, avec le développement d'un autre outil qui mériterait une autre émission d'ici, ce serait sur la comptabilité nationale, qui est aussi un mot dont on n'a pas parlé, qui est aussi extrêmement intéressant, qui est une façon de faire la synthèse de toutes les statistiques pour agir au niveau macroéconomique selon les idées de Keynes. Et puis ensuite, alors il y a une autre idée intéressante dans le livre d'Emmanuel, c'est qu'à la fois il parle de ce que c'est que donner consistance à un agrégat, mais il parle aussi de l'effet inverse qu'il appelle la déliquescence, c'est-à-dire un moment où les choses se défont. Et à ce moment-là, c'est les moments de crise. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder les moments de crise. C'est le moment où le rôle de l'État est pensé autrement. On imagine de nouvelles solutions, on imagine de nouveaux outils, tout ça en même temps. Et on peut dire que on en a eu une dans les années 30, ensuite on en a une dans les années 70, et on en a une actuellement. Il faudrait faire beaucoup d'autres émissions pour savoir quel type de statistiques vont résulter de la crise actuelle. Je pense que tout ce qui tourne de l'environnement et de l'écologie est très important, et aussi les méthodes de mise en compétition des acteurs autour de ce qu'on appelle le benchmarking, qui est aussi quelque chose de très intéressant, mais qui apparaît évidemment seulement dans les 20 dernières années, et qui est ce qu'on appelle la statistique néolibérale. Il y a une question quand même politique extrêmement importante, enfin que moi je me suis posée à l'issue de la lecture de votre livre, Emmanuel Didier, c'est que quand on reprend cette séquence historique, et quand on reprend ce que vient de dire Alain Desrosières sur l'invention d'un mode d'action publique qu'on peut qualifier rapidement d'État-providence, enfin donc d'intervention publique
pour agir sur la société, sur l'économie, elle implique ou elle est associée à l'idée, à des nouvelles méthodes de représentation statistique, on l'a vu, méthodes qui vont conduire, à partir des années 40, à considérer les individus comme des individus passifs appartenant à une masse et non plus comme des individus participants appartenant à un public. On voit donc que ça pose une vraie question pour la gauche, c'est-à-dire que ces politiques interventionnistes de gauche auraient pour effet finalement de miner au fond la vie démocratique, celle qui était célébrée par Dewey, la participation du public, c'est-à-dire qu'il y aurait en quelque sorte une forme d'antinomie entre les politiques d'intervention de l'État et puis une forme de libéralisme politique qui pouvait lui aussi être associé à des valeurs de gauche. Est-ce qu'on n'a pas là quelque chose de... Ah bah tout à fait, il y a deux sens enfin ça c'est pas une grande découverte, mais il y a deux sens très différents de démocratie. Il y a une démocratie qui est associée à l'État-providence, où c'est l'État qui prend en charge des problèmes et qui essaie de résoudre des problèmes prend en charge les problèmes des gens et essaie de les résoudre, ou bien une démocratie beaucoup plus active, beaucoup plus participative, où le public lui-même donc saisit happé par des problèmes qui le dérangent, essaye de participer, empowerment, comme disait l'un de vous deux, je sais plus. Papendiaï. Oui, il est d'ailleurs tout à fait possible de considérer la statistique moins comme un monopole d'État et donc comme une action qui a des effets justement visant privant les citoyens d'agency, comme on dit en anglais, enfin d'action politique, que comme une chose publique. On peut très bien aussi considérer la statistique comme un espace de débat où des groupes de citoyens ou des associations ou des partis politiques puissent intervenir, fonder leurs arguments sur les grands nombres, pour citer Alain Desrosières, et engager un débat. C'est peut-être ce qui manque d'ailleurs en France, c'est-à-dire l'espace de la statistique comme un espace de débat plutôt que comme un monopole d'État. Emmanuel Didier. C'est-à-dire que ça peut tout à fait servir pour des arguments critiques qui permettent... La statistique, c'est simplement compter des séries. Donc, si jamais on peut compter ou bien des choses... Enfin, on peut compter des situations malheureuses. Quand une personne subit quelque chose qui la blesse, une des solutions qui peut être utilisée pour rendre cette chose blessante injuste, c'est de dire, il n'y a pas que moi. On est plein. Et à partir de ce moment-là, on fait de la statistique et ça devient un instrument critique. Et ce que j'ai trouvé, moi, très étrange, c'est qu'on a l'impression, pendant le New Deal, c'est que ça commence toujours par des arguments critiques et que peu à peu, par des modifications très lentes, pouf, ça devient des instruments, disons, de politique, beaucoup plus foucaldiens, disons, de gouvernement à la fin de la séquence. Oui, et donc de considérer la statistique comme un élément de démocratisation, en fait, du débat public et de la société. Ça peut aussi être cela, disons. Alain Desrosières, je vous laisse le mot de la fin. On est dans cette situation aujourd'hui, du fait d'une crise, d'une difficulté à nous représenter la société dans laquelle on est, qui exigerait que l'on ouvre un vaste chantier sur la statistique publique, qui par ailleurs est peut-être menacé quant à son autonomie. Ça, les deux questions étant liées, j'imagine. Effectivement, dans la période récente, il y a eu des mises en question de la statistique et la statistique publique de différentes façons. Il y a eu le grand débat sur le chômage il y a 2 ans. Il y a eu des critiques de l'indice des prix. On peut... et puis, il y a eu aussi le fait que la France est maintenant intégrée dans l'Europe et qu'il y a la construction d'un système statistique européen, donc avec un certain nombre de modifications, de contraintes. Il faut savoir, par exemple, que la nomenclature des socioprofessionnels qui est utilisée en France depuis une 50aine d'années va sans doute être en partie, on ne sait pas exactement comment, remplacée par une nomenclature européenne qui en fait ressemblera beaucoup plus à celle des Anglais qu'à la nôtre. C'est utile à savoir. Et donc, alors il y a eu beaucoup de débats dans la période récente autour de ça. Alors il y a eu une crise toute récente avec la menace qu'une partie de l'INSEE ou de l'appareil statistique soit délocalisée à Metz, qui entraîne beaucoup de débats. Et on est effectivement dans une période... Alors il faut mentionner aussi une instance très importante, qui est une instance démocratique qui joue un peu le rôle que Pam Ndiaye a dit, qui est le Conseil national de l'information statistique, ou CNIS, qui ressemble un peu aux anciennes commissions du plan, où sont encore représentés les syndicats, les associations, et où les questions dont je viens de parler ont été débattues dans la période récente. C'est important de défendre cette institution.
On aura l'occasion de revenir à ce dossier de la statistique publique. En attendant, je vous rappelle les références du livre dont nous parlions aujourd'hui. Emmanuel Didier, En quoi consiste l'Amérique? C'est publié aux éditions La Découverte. Merci à tous les trois. Emmanuel Didier, chargé de recherche au CNRS, Alain Desrosières, historien de la statistique, et Papendia, historien également, et spécialiste des États-Unis, de l'Amérique. Les deux derniers ouvrages portent sur la condition noire, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et bien sûr, on mettra toutes les références bibliographiques sur le site de l'émission. 11h54 sur France Culture, l'heure de retrouver Cyril Lemieux pour sa chronique Arlette Chabot ou l'art du jugement de classe. Cyril. Le 4 juin dernier, plus d'un téléspectateur a pu se sentir décontenancé par le niveau du débat atteint sur le plateau de l'émission politique de France 2. À vous de juger. On y a vu s'empoigner messieurs Bayrou et Cohn-Bendit d'une manière vraiment peu amène. Les deux hommes sont allés jusqu'à se qualifier mutuellement d'ignobles et de minables. En fait, ce sont l'ensemble des prises de parole des invités qui, au cours de cette émission, ont tourné à la foire d'empoigne et à la cacophonie. Pourtant, il y eut plus déconcertant encore lorsque le lendemain, on découvrait sur le site du magazine Le Point de quelle façon l'animatrice de l'émission, Arlette Chabot, entendait se dédouaner de ce qui s'était passé la veille. Face à ceux qui l'accusaient d'avoir échoué à réguler et à organiser correctement les débats, la journaliste défendit en rejetant la faute sur ses invités, et elle le fit très exactement en ces termes. « Je n'ai jamais vu ça. C'est la culture banlieue qui entre dans le débat politique. Tous les coups sont permis. » Comme suggéré par Pierre Bourdieu et quelques autres, le racisme de classe est la chose du monde la mieux partagée. Aussi n'est-il pas surprenant, au fond, de voir Madame Chabot en distiller une dose ici, lorsqu'elle suggère, avec bonhomie et innocence, que la calomnie, les insultes, le mensonge, les coups bas, constituent l'art de vivre typique des populations qui habitent dans ce qu'il est convenu d'appeler les banlieues, autrement dit dans les quartiers déshérités situés à la périphérie de nos grandes villes. Après tout, ce genre de mépris, répétons-le, est une attitude traditionnelle chez celles et ceux que leur position sociale favorisée conduit à ne pouvoir envisager les classes populaires qu'à travers ce que l'historienne américaine Susanna Barrows a appelé des miroirs déformants, des miroirs où se reflètent surtout leurs propres fantasmes et leurs propres craintes vis-à-vis de populations qui leur demeurent totalement étrangères. Non, le plus étonnant ici tient plutôt au fait que Madame Chabot se permette ce jugement de classe, non plus dans l'entre-soi d'un dîner mondain avec les gens de sa condition, mais en public, devant ceux-là même qu'un tel jugement est ouvertement appelé à stigmatiser. On ne sait s'il est vrai de nous dire que l'époque exige de nos élites dirigeantes le courage de s'exprimer sans tabou. Eh bien, voilà qui est fait. Madame Chabot n'a pas eu peur de dire publiquement l'appréciation négative qu'elle porte à l'endroit des habitants des banlieues, des gens dont elle ignore sans doute à peu près tout, mais dont la culture, si on suit son raisonnement, mérite d'être considérée comme le foyer et l'origine de la barbarie contemporaine. Un foyer dont elle estime qu'il en vient aujourd'hui à contaminer jusqu'aux mœurs de la classe politique, jadis la plus policée, incarnée en l'occurrence par messieurs Bayrou et Cohn-Bendit. Et si le foyer et l'origine de la barbarie contemporaine étaient ailleurs qu'à l'endroit où Madame Chabot nous les désigne? S'ils étaient, par exemple, dans l'abandon des censures à travers lesquelles les journalistes sont supposés s'abstenir de porter des jugements de classe et s'interdire de manifester en public du mépris social à l'égard de telle ou telle population. S'ils étaient aussi dans l'effort désespéré de certains professionnels de télévision pour rendre le spectacle de la politique toujours plus sexy et attractif, au risque d'encourager des formats et une scénographie du débat qui incitent quasi mécaniquement les intervenants à l'échange superficiel et démagogique et au pugilat. S'ils étaient enfin dans le refus de toute réflexivité sociologique de la part de certains journalistes lorsqu'ils stigmatisent des populations et les territoires qu'ils habitent avec la conscience heureuse du devoir accompli, estimant avoir dévoilé au public des réalités objectives qui méritaient de l'être. Force serait alors d'en conclure que, n'en déplaise à Arlette Chabot, ce n'est pas la soi-disant culture banlieue qui vient d'entrer dans le débat politique. C'est plutôt une certaine culture professionnelle du journalisme qui vient d'en sortir. La chronique de Cyril Lemieux. Merci Cyril. C'était la suite dans les idées de Sylvain Bourmeau, dans les questions d'époque, à la coordination Inès de Bruyne, réalisation Doria Zénine, à la technique ce matin Alexandre Dang. On se retrouve demain pour les questions d'époque à 11h avec Antoine Garapon et le bien commun pour un débat sur la légalisation des mères porteuses dans le cadre de cette semaine spéciale bioéthique de France Culture. Bon après-midi à l'écoute de France Culture. Tout de suite, à midi, les titres du journal et tout arrive.